Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle série de webinaires de Oracle France. Donc, cette série va être dédiée au Cloud Oracle, Oracle Cloud Infrastructure. On a sélectionné des sujets qui, j'espère, correspondront à vos attentes et également à vos questions. Donc, je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing pour les technologies chez Oracle. Voilà, vraiment ravi de vous accompagner sur cette session. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, comme d'habitude, je me fais l'écho des propositions que nous avons, notamment des formations gratuites qui sont proposées par Oracle University. Et donc, vous avez un petit QR code pour pouvoir en profiter. Et puis, notre groupe d'échange sur LinkedIn, Oracle, Objectif Cloud Oracle, voilà, qui est en français, qui vous permet d'avoir l'actualité, qui vous permet d'avoir les replays, notamment de nos séries. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est une communauté qui regroupe déjà plus de 1000 membres aujourd'hui. Le programme donc pour cette nouvelle série, donc cette session donc d'ouverture sera bien entendu dédiée à faire un tour d'horizon de Oracle Cloud Infrastructure, à ses nouveautés, ses avantages, ses différenciateurs. Et puis dès demain, en fait, on va aussi parler des avantages du Cloud Oracle, des services Oracle, mais cette fois-ci donc dans des infrastructures peut-être hybrides chez vous, peut-être derrière vos firewalls. Donc ça, c'est pour demain, notamment les solutions qu'on appelle Cloud at Customer. Ensuite, jeudi, on fera un zoom sur tout ce qui est donc intelligence artificielle, donc comment Oracle Cloud Infrastructure décline donc des capacités pour accueillir donc vos applications futures ou actuelles d'intelligence artificielle. Et enfin, on terminera donc cette série sur les sujets sur lesquels vous nous questionnez beaucoup, de sécurité, de cyber, de souveraineté, de conformité. Il y a énormément effectivement de questions et d'actualités autour de ce thème-là. Donc pour aujourd'hui, voilà, on va venir comment effectivement OCI vous accompagne dans vos déploiements, vos applications critiques, vos applications exigeantes, et puis le contexte intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Le safe harbor, pour indiquer que ce que l'on va dire aujourd'hui n'a pas valeur de contrat. Et puis je vais vous présenter maintenant donc nos intervenants de cette session, à commencer par Eduardo Serra, qui est senior principal account cloud engineer chez Oracle France. Nous aurons également donc le plaisir d'accueillir tout à l'heure Philippe Saadé, qui est senior principal account cloud engineer chez Oracle France également. Et puis je vais passer la parole immédiatement à Clément Abécassis, qui est sales manager chez nous sur Oracle Cloud Infrastructure. Clément, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis de vous avoir avec nous pour cette série de webinaires. Vous connaissez déjà probablement tous Oracle sous la prisme de la base de données et de nos applications d'entreprise, mais quid d'Oracle en tant qu'hyperscaler? Comme vous avez pu le voir ces derniers mois, ces dernières années, Oracle se transforme et on accélère en tant qu'hyperscaler. Et c'est tout l'objet de ce webinaire, qui est dédié à Oracle Cloud Infrastructure et à l'intelligence artificielle. L'idée aujourd'hui, c'est de répondre à une question simple. Pourquoi nos clients choisissent OCI? Pourquoi Oracle fait le buzz sur le marché? Pour avoir ces réponses, on va repartir de la genèse. Oracle, c'est une histoire qui débute en 1977 avec la base de données. L'objectif, c'est de construire la meilleure base de données pour vos systèmes critiques. Puis, nous avons étendu notre expertise aux applications d'entreprise. Et en 2016, Larry Ellison, notre fondateur, a construit un cloud d'abord pour répondre à nos besoins propres de notre suite SaaS, mais également pour répondre à vos besoins. Pour ce faire, nous avons recruté des talents, notamment Clem Arguirk, venu d'AWS et actuellement notre directeur général monde. Il avait une mission claire, et il l'a toujours, c'est concevoir une plateforme de seconde génération, plus performante, capable d'absorber vos workloads les plus intensifs. Alors en effet, partir plus tard, c'est vrai, mais on l'a fait de manière volontairement différente. Des choix d'architecture forts, des infrastructures en bare métal, des egress costs qui sont prévisibles, des choix de réseau RDMA. Et c'est ça qui fait le différenciateur d'Oracle avec un ratio prix-performance remarquable. Et cette performance et ce ratio prix-perf est d'autant plus éloquent et édifiant avec l'essor de l'intelligence artificielle et des charges de travail massives. Et cela, le marché l'a bien compris. Nos clients, nos partenaires sont emblématiques depuis quelques années et ils s'appuient sur OCI.
Alors, on pense évidemment à Zoom pour nos vidéoconférences. On pense à Uber. On est tous ravis d'attendre que quelques minutes, voire quelques secondes pour avoir un taxi qui vient nous chercher. Ou encore à des partenariats forts avec Nvidia, OpenAI ou même Microsoft qui fait tourner son infrastructure qui fait tourner ses modèles sur notre Oracle Cloud Infrastructure. Pourquoi? Parce que la performance, la mise à l'échelle et l'optimisation des coûts est au rendez-vous. Nous allons également aborder la souveraineté. On le sait tous, nous sommes dans un contexte géopolitique qui est instable, et donc aborder la souveraineté nous paraît primordial. Il n'existe pas une seule définition de la souveraineté. Ça dépend évidemment de vos exigences, de votre secteur, de vos données ou même de vos régulateurs. Notre approche est assez simple. On souhaite vous donner le choix, que ce soit dans vos propres data centers, dans nos régions en cloud public ou même de manière hybride. Et enfin, évidemment, comment ne pas y passer, nous parlerons d'intelligence artificielle. C'est un véritable changement de paradigme pour nous tous, ça nous touche tous, ça touche vos entreprises, ça touche notre quotidien. Et donc, on couvrira évidemment la partie infrastructure GPU, mais pas que. On couvrira également les modèles LLM as a service, la sécurité, mais surtout, parce que c'est ça qui fait sens, on dessert les métiers, on couvrira les cas d'usage concrets qui génèrent un ROI rapide. Pour parler concret, je vais donc laisser maintenant la place à Eduardo Serra. Merci Clément. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Donc, du coup, on va commencer cette présentation avec l'agenda, bien évidemment. Donc, je vais vous parler très rapidement sur le pourquoi du Cloud Oracle. Puis avec mon collègue Philippe, il va pouvoir vous présenter tout ce qui est lié à la donnée et à l'intelligence artificielle, un peu les messages clés. Puis il va parler de l'approche d'Oracle pour finir avec tout ce qui est innovation autour de l'IA agentique. Et pour finir, en fait, je vous présenterai un cas d'usage très particulier, très spécifique, qui est notre histoire en fait avec l'écurie de Formule 1 Oracle Red Bull Racing. Donc, pourquoi le cloud Oracle? Oracle se positionne comme un leader dans l'infrastructure cloud, notamment pour tout ce qui est workloads critiques et innovantes, comme par exemple l'intelligence artificielle. Un exemple marquant de cette excellence est notre implication dans le projet Stargate, qui est une initiative révolutionnaire de 500 milliards de dollars sur 4 ans. Et le but, en fait, de ce projet, c'est de construire une infrastructure IA pour OpenAI dans les États-Unis. Et Oracle, en tant que partenaire technologique, va collaborer étroitement avec OpenAI et NVIDIA pour développer cette infrastructure. Cette infrastructure qui va débuter avec un investissement immédiat de 100 milliards de dollars. Et voici une image en fait qui représente ce projet. Donc à gauche, vous avez Clay Magurk, comme mentionné par Clément, qui est le co-CEO d'Oracle, et à droite, vous avez Sam Altman, le CEO d'OpenAI. Voilà, ça symbolise en fait vraiment ce partenariat stratégique. Le but d'Oracle, c'est de démocratiser l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse être accessible à tout le monde. Et pour atteindre en fait cet objectif, nous avons repoussé les limites de l'innovation et de la technologie avec des solutions comme par exemple nos superclusters OCI. Nous sommes aussi, par exemple, les seuls à offrir des GPU bare metal pour l'entraînement IA, et nous avons un réseau Rocky V2 avec un bon stockage de fichiers aussi haute performance et des clusters qui peuvent atteindre plus de 100 000 GPU. Mais en fait, non, on ne va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui. Si ça vous intéresse, en fait, je vous invite chaleureusement à vous inscrire à la session 3 de cette série de webinaires dans laquelle nous allons explorer en profondeur les capacités exceptionnelles de ces services sur l'infra IA d'OCI. Donc, Philippe, je te passe la parole. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus tout ce qu'on fait autour de la data et de l'IA? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, je vais avoir le plaisir de continuer un peu sur la lancée d'Eduardo sur ce principe de démocratisation des technologies, des approches les plus avancées qu'Oracle a engagé, alors effectivement au départ sur les infrastructures comme on a pu l'expliquer à l'instant, mais aussi sur des thématiques qui sont également importantes quand on veut réussir son utilisation de l'IA à l'échelle. Et donc, je vais commencer par
poser un premier problème et on va en donner une image générale et puis je vais rentrer dans des détails parce que ce sont souvent les détails qui font la différence de ce lien un peu subtil qu'il y a entre la donnée et l'IA. Et puis je poursuivrai après sur des thématiques pour creuser encore plus ces apports spécifiques d'Oracle relatifs à l'IA. Alors, on se souvient tous, et là, cette citation de Goldman Sachs nous le rappelle, quand l'IA générative est arrivée dans les entreprises, il y a eu vraiment une très forte attente et des prédictions assez ambitieuses, par exemple d'un doublement de l'accélération de la productivité aux États-Unis pour les entreprises grâce à l'utilisation de l'IA générative. Et même si depuis 2 ans, 3 ans, tout n'a pas été simple dans l'utilisation de l'IA générative, on peut constater quand même que sur un certain nombre de cas d'usage, les résultats sont au rendez-vous. Alors, que ce soit sur l'augmentation de la productivité pour certaines entreprises, et par exemple, nous, on a pu le constater avec des banques européennes qui, vous le savez, sont remplies de processus qui traitent des données de clients, des données financières, etc. Là, les retours sur investissement sont très nets et très souvent, les banques en Europe euh, font écho dans la presse de leurs ambitions grandissantes à ce niveau-là. Il y a aussi le domaine du traitement de l'expérience client qui, là, pour les retailers, est un acquis aujourd'hui. Aucun retailer ne fera marche arrière. Il y a un retour sur investissement très très fort, surtout que cela leur permet de valoriser la donnée acquise au fil des années dans leurs interactions avec les clients. Et puis, il y a encore d'autres domaines tels que celui de la recherche dans les sujets médicaux, où finalement le temps de découverte des molécules ou le temps de stabilisation industrielle des médicaments va être accéléré. Et puis même dans des domaines où des nouveaux produits, des innovations sont intégrés, comme les télécommunications. Donc vraiment, on voit des champs industriels et des cas d'usage ou des familles de cas d'usage qui sont de façon définitive boostés par l'IA générative. Eh bien, un point commun, en fait, qu'on remarque très souvent dans ces situations pour lesquelles le retour sur investissement est net, c'est qu'on y voit, en fait, la fusion entre les données de l'entreprise et les capacités des modèles, alors je vais dire LLM pour faire simple, qui ont été entraînés sur des données publiques. Et c'est cette fusion, en fait, entre les deux qui permet d'atteindre une résolution efficace des cas d'usage pour les entreprises et un apport stable en retour d'investissement. Le problème, c'est que quand on veut faire cette fusion entre les données d'entreprise et puis euh, des technologies d'IA, telles les LLM qui ont été entraînées sur des données génériques, c'est que on se confronte à au moins 4 problèmes. Le premier de ces problèmes, c'est que on a souvent besoin de consommer un grand nombre de données, non pas seulement en volume, mais en type, et que les sources de données sont très très différentes. D'ailleurs, souvent, ces données sont présentes ou se présentent à nous sous des formats extrêmement différents. Et les écosystèmes de développement qui existent autour de ces données, eux-mêmes sont très divers entre des outils qui vont utiliser des langages assez souples comme le Python ou des langages beaucoup plus compliqués comme C++ ou parfois même anciens pour lesquels il est très difficile de trouver des compétences. Vous avez une idée de la difficulté qu'on a à exploiter ces données. Et puis, dernier élément, mais non des moindres, c'est que souvent les règles de souveraineté qui s'imposent à ces données-là sont très différentes. Donc, la gouvernance de la donnée, le respect de la souveraineté et des règles de souveraineté vient compliquer le travail de fusion entre les modèles et la donnée d'entreprise. Alors, face à cette complexité et cette difficulté, Oracle a une approche aujourd'hui très très structurée qu'on décrit ici, en fait, si vous voulez, avec 4 piliers et que je vais essayer de vous expliquer et d'illustrer dans le détail pour certains des aspects. Alors, d'abord, il y a un approfondissement de la technologie de base de données avec tout ce qui est nécessaire pour être au rendez-vous lorsqu'on veut utiliser cette donnée au travers des bases de données avec l'IA, et ça va être l'un des points essentiels de ma présentation. Il y a aussi un écosystème extrêmement important de développement applicatif qui doit être disponible pour les entreprises et qui doit parfaitement s'intégrer avec les 3 piliers qui l'entourent. Et puis, de façon assez stratégique aussi, parce que c'est un endroit ou un moment, disons, dans la vie des entreprises où les entreprises prennent des décisions qui vont les engager sur 5 ou 10 ans.
c'est tout ce qui va concerner les technologies de Lakehouse, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, là où le gros des données va être traité et doit être mis au contact de l'IA avec des très hauts niveaux de performance. Donc, il y a un ensemble de challenges technologiques pour gagner de la performance, hein, pour automatiser le traitement de la donnée à ce niveau-là. Donc là, Oracle investit massivement dans la mise au point des technologies liées au Lakehouse. Et puis, j'ai envie de dire un peu comme la continuité de ce qui était proche de l'analytics avec la data warehouse, la création d'une data platform qui étend largement ce qu'on pouvait faire traditionnellement avec un data warehouse pour y inclure justement aussi l'IA partout où c'est nécessaire. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les quatre piliers sur lesquels Oracle aujourd'hui construit sa stratégie. Et si on se place maintenant du point de vue de nos clients, ce qu'il est important de comprendre, c'est que très souvent, les clients, eux, formulent leur progression en disant, bah, écoutez, c'est simple, nous, à gauche, on a des données bon, qui peuvent provenir d'applications Oracle, mais pas nécessairement, hein, qui peuvent être même des données qui peuvent être sur des plateformes SaaS hébergées chez des fournisseurs tiers où on peut avoir besoin d'utiliser des données qui existent en tant que fichiers dans différents types de stockage. Et puis, on a nos cas d'usage. Et entre les deux, il va falloir qu'on dispose de ce qui est nécessaire pour mettre au point les solutions à nos cas d'usage. Alors, la force d'Oracle, donc comme je l'ai expliqué précédemment, c'est d'arriver avec une proposition complète qui va être capable de traiter les données typiquement de type transactionnel qui, elles, ont des contraintes de type temps réel avec des besoins en latence très très faibles et donc aussi souvent des volumétries de données qui sont traitées en temps réel qui sont importantes, mais aussi de façon plus classique donc les approches Data Warehouse pour l'analytics ou Data Lake lorsqu'on veut traiter de la donnée en masse. Mais on ne doit pas oublier qu'Oracle équipe et en bordure évidemment ces plateformes data avec tout ce qui est nécessaire pour intégrer correctement l'IA, donc souplesse dans les connecteurs, versatilité en termes de langage pour se connecter aux sources de données, mais aussi y placer l'IA déjà dans ces outils, parce qu'au moment de l'intégration, on peut avoir besoin d'utiliser l'IA. Et puis à droite, on est plutôt du côté de la consommation et du développement des solutions. On a besoin d'un ensemble de technologies qui doivent collaborer et collaborer entre elles et collaborer avec la partie data de la plateforme, qui a donc, comme on l'a vu, plusieurs facettes. Et donc, je vais détailler un petit peu cet apport d'Oracle, en sachant qu'en fait, tout ça, c'est déjà un peu exprimé quand on était dans le monde du développement applicatif. Il y a quelques années, les entreprises ont commencé à prendre un virage très important. Elles ont commencé à devenir un peu des software factories, ou en tout cas en interne, elles ont commencé à se saisir de la possibilité d'utiliser l'informatique pour développer des applications sur mesure. Et là, dès le début, en fait, on a commencé à voir l'importance de l'automatisation du traitement de la donnée. Éviter les interactions ou les interventions manuelles, humaines, bon, pour des raisons de sécurité, automatiser au maximum en ayant en tête une réduction des coûts. Donc, ça a obligé les entreprises à chercher la performance de compute au meilleur prix. Donc ça, on le rencontrait déjà dans cet effort de développement applicatif. Et puis aussi, et ça s'est fondu avec l'arrivée de l'IA, la nécessité de plus en plus d'avoir à l'intérieur des outils liés à l'IA et au développement applicatif, pardon, à la data et au développement applicatif, des capacités d'IA générative, de machine learning classique comme des prédictions temporelles, etc. Et puis des outils d'intégration, de gouvernance de données, etc. Donc ça s'exprimait déjà fortement au moment de cet appel d'air sur le développement applicatif. Mais la data science est arrivée avec des data scientists qui ont voulu structurer leur mode de travail pour ce qui les concernait entre les données qu'ils utilisaient et les cas d'usage qu'ils essayaient de traiter, le besoin d'avoir une plateforme industrialisant le cycle de vie des modèles. Donc ça, aujourd'hui, c'est un acquis. Et Oracle, évidemment, apporte sa contribution avec une plateforme OCI Data Science dans le cloud qui permet de satisfaire complètement à ses besoins, en particulier ceux qui sont liés à la collaboration entre les data scientists, que ce soit au travers de notebooks ou de développement dans les éditeurs de code. Et puis aussi, aujourd'hui, on s'attend, et tous nos clients s'attendent à trouver une suite de solutions de services de type IA. Alors, pour couvrir bon, classiquement le langage, la vision,
la parole, le traitement des documents. Aussi, et on l'oublie trop souvent, des technologies pour mettre en place des assistants virtuels, qui soient donc des chatbots, qui soient textuels ou vocaux. Et puis, donc récemment, depuis au moins 2 ans, des technologies liées à l'IA générative et à l'IA agentique. Alors, je vais détailler un peu plus cet aspect-là, parce que déjà, là, Oracle, au-delà de tout ce que je viens de présenter, et qui est en fait un acquis pour beaucoup de nos clients, ils souhaitent trouver un assemblage avec toutes ces technologies. Là, Oracle prend une position assez intéressante et unique sur le marché, qui est de dire on veut proposer à nos clients une vraie diversité de modèles. Et donc, ça sous-entend s'autoriser à travailler avec des fournisseurs de modèles très différents, qui sont souvent des entreprises entre elles qui sont concurrentes, hein, comme Google, OpenAI, XAI, Meta et Cohere. Et puis au-delà de cette diversité de modèles, sur laquelle on continue à capitaliser et qu'on va certainement étendre dans l'année 2026, il y a aussi la volonté de permettre la consommation de ces modèles de façon différente. Alors, on connaît tous la consommation on demand, c'est-à-dire, voilà, on va envoyer des requêtes quand on le souhaite à certains modèles et on va être facturé au token ou au caractère. Et ça, c'est l'usage classique qu'on peut en faire de ces modèles dans le cloud public. Mais beaucoup de nos clients nous ont demandé des approches un peu différentes. Et donc, je vais présenter aussi un point fort d'Oracle, c'est la mise à disposition de clusters dédiés et c'est Oracle qui s'occupe de tout ce qui est câblage et installation, qui vont permettre à nos clients de déposer sur ces clusters dédiés des modèles tels que ceux qu'on a vus précédemment. Et là, la facturation va se faire à la disponibilité temporelle du cluster. Et c'est très intéressant, alors ce n'est pas applicable ou ce n'est pas valable pour tous les sujets, mais c'est très intéressant quand dans vos cas d'usage, vous avez besoin à un moment donné de façon extrêmement intensive de traiter des requêtes. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez plus compter au token, vous allez pouvoir charger l'infrastructure, donc le cluster, avec le maximum de requêtes, donc de tokens en entrée et en sortie, pour réaliser votre besoin. Et donc, par exemple, quand vous avez un traitement documentaire massif à faire sur une période d'un mois, cette approche-là est extrêmement pertinente. D'autant plus que, telle qu'elle a été conçue, elle vous permet également d'accueillir des modèles open source, tels que les modèles Hugging Face. Et donc, on a présélectionné, préqualifié, j'ai envie de dire, des modèles tels que Qwen, Phi, Gemma ou Mistral, qui est assez populaire en Europe, que vous allez pouvoir héberger sur ces modèles. Donc, encore une fois, pour une facturation qui va se faire à l'unité de temps, vous allez pouvoir maximiser votre utilisation du modèle sur la base de l'infrastructure matérielle. Et d'ailleurs, nous accompagnons nos clients, enfin en tout cas la solution accompagne nos clients dans la sélection et dans la qualification de l'association entre les modèles et le matériel. Donc ça, c'est un choix très fort d'Oracle pour faciliter le traitement. Mais maintenant, j'aimerais revenir au problème que nous pose la donnée lorsqu'on essaye de l'associer à l'IA. Alors, en fait, l'état des lieux, quand on rencontre nos clients, c'est cette fragmentation qui s'impose à eux également de la donnée. Alors, cette fragmentation, elle s'exprime à plein d'endroits. D'abord, donc, comme je l'ai dit, dans les types de données. De plus en plus aujourd'hui, on va utiliser des documents qui sont au format JSON, donc générés par des machines pratiquement. Il y a énormément d'utilisation de texte brut, souvent très peu structuré. On va trouver un appel d'air aussi sur les types de workload. L'IoT commence à faire son entrée de façon massive dans son lien avec des applications côté client ou côté métier. Et puis, on va trouver des usages plus exotiques, mais qui posent des problèmes tels que la blockchain. Et au milieu de tout ça, on a ces différentes modalités de consommation de la donnée, telles que le streaming. Et ce qui fait que quand nous, on rencontre nos clients, très souvent, en fait, on a tout un zoo de solutions qui sont alors très pertinentes chacune dans leur domaine, mais qui, par leur diversité, en fait, posent un problème global, qui est comment est-ce qu'on peut gérer correctement la cohabitation entre tous ces systèmes quand on fait de l'IA. Et là, il y a une difficulté qui se pose, que je vais expliquer, qui est que très souvent, l'IA, ou en tout cas les cas d'usage IA, rêveraient d'avoir une vue unique et en réalité souffrent de la présence de solutions qui n'ont pas été conçues pour travailler ensemble au départ. Et donc, c'est ce point-là, très précis, que je vais creuser pour vous donner une compréhension assez fine de la position d'Oracle dans ce sujet. Alors,
L'approche d'Oracle, en fait, elle est assez simple, elle est assez puissante, de dire, en fait, il y a un langage qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années, qui est le langage SQL, qui motorise aujourd'hui la plupart des applications critiques qu'on retrouve chez nos clients. Et en fait, l'idée, c'est d'étoffer intelligemment ce langage de façon à ce que un même moteur de requête soit capable de traiter à la fois des données structurées, mais ce qui inclut évidemment des données telles qu'on trouve dans le big data avec des formats Parquet, Avro, qui vont parler donc à tous les gens qui travaillent au niveau des data lakes. La capacité à traiter et à adresser des données non structurées, données vectorielles, données documentaires, JSON, etc. Et puis à servir, donc c'est-à-dire que le moteur de requête, on va lui demander aussi, ça c'est un challenge qu'Oracle a appris et a réussi à traiter, on va lui demander d'être capable d'encaisser, si vous permettez l'expression, des charges de travail côté transactionnel et côté analytique, en incluant le fait qu'aujourd'hui on fait de l'analytics de façon avancée et on peut faire des traitements transactionnels dans des configurations de pression de latence ou de volumétrie qui sont très très différentes. Et donc ça, c'est le pari et c'est le choix qu'a fait Oracle de développer la technologie pour être capable de traiter cette approche combinée, ouverte en entrée et puissante en capacité de traitement. Alors, je vais soulever en fait quelques sujets ici qui sont au bénéfice de cette approche combinée. Alors, je commence par le sujet particulier de la recherche vectorielle. Alors bon, on en connaît tous l'origine, hein, c'est on a envie de faire de la recherche sémantique sur des documents, sur des images, sur des vidéos. Et bon, dans ces univers-là, on ne peut pas exprimer les choses par des mots-clés de façon très simple. Donc très souvent, on va avoir, par exemple, besoin de faire une similarité par rapport à une image. Je veux des images qui ressemblent à mon image. Mais très très vite, en fait, on se rend compte que cette recherche vectorielle, elle a besoin d'être étoffée. Elle a besoin, pour apporter des réponses précises, d'être un peu hybride et de travailler aussi avec d'autres volets de la donnée. Et donc, vous commencez à voir venir cette nécessité d'une approche convergée qui est l'approche Oracle. Et si je le détaille, prenons le cas d'une application imaginaire où on va traiter des photos de biens immobiliers. Alors, bon, pour introduire mathématiquement ce qu'est la vectorisation, bon, on va imaginer qu'en fait, chaque élément du vecteur, chaque nombre qui est dans le vecteur traduit une caractéristique de l'image, par exemple le type de façade, les matériaux de construction, peut-être l'époque qui est associée. Et on imagine que quand on transforme ces centaines de milliers ou ces millions de photos de biens immobiliers en vecteurs mathématiques, l'objectif de cet embedding, c'est de mettre à proximité les photos qui se ressemblent, selon toutes les caractéristiques qui nous paraissent pertinentes, et de mettre à une bonne distance les objets, les images qui ne présentent pas de similarité forte. Voilà. Et donc c'est comme ça, par exemple, qu'on va motoriser le cas d'usage qui est très courant aujourd'hui, qu'on appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation, où on va, par rapport à une question posée, extraire les documents, les paragraphes qui se trouvent dans des documents qui sont en rapport avec cette question, et puis, à partir de là, c'est quelque chose d'assez classique aujourd'hui, utiliser un LLM pour générer une réponse à cette question. Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà très avancés sur sur ces approches-là, vous allez dire, bah oui, enfin, ça, on sait le faire, on le connaît. Vous serez certainement aussi capable de dire que parfois, on touche des limites qui font que les modèles, en fait, ne sont pas capables de générer de très bonnes réponses parce que la recherche vectorielle a amené un peu de bruit. Alors effectivement, on a les paragraphes qui correspondent à la question, mais on en a aussi qui sont un peu éloignés, et on complique donc la tâche du modèle qui, lui, ne va pas nécessairement être capable d'utiliser uniquement les extraits de texte qui sont pertinents. Et c'est là où très très vite on se rend compte qu'il va falloir être capable de faire des recherches vectorielles hybrides. Et ça, c'est une des forces, une des premières démonstrations de la force de l'approche d'Oracle avec sa base convergée, de dire, en fait, pour un développeur, qu'il soit data scientist ou développeur applicatif, une des solutions, c'est de faire une requête hybride et de dire, voilà, bah, je veux des documents qui sont proches de ma question, mais je veux aussi filtrer par des critères qui sont une échelle de prix, une localisation sur des données, par exemple, de quartier, donc des données de géolocalisation, et laisser en fait le moteur de requête faire le travail de jonction. Et là, on touche du doigt une des difficultés que beaucoup de nos clients rencontrent quand ils ont des bases différentes,
C'est que sans ça, vous êtes obligé de poser votre question par bout à chaque technologie, de récupérer des très grosses volumétries de réponses et puis de faire l'intersection entre ces réponses vous-même. Et ça, c'est pas pratique, c'est pas efficace. Donc, on voit là un apport. Et cet apport-là, on a un client qui en a bénéficié, Douai Vision. En fait, c'est une société qui apporte une solution aux clients qui font, enfin, aux entreprises à Hollywood qui font des films. Et vous savez, quand on fait un film, on génère énormément de rush, on a plusieurs prises pour la même scène, etc. Et donc, se pose la question critique de l'indexation de ces éléments et de la recherche au sein des éléments. Et donc, la technologie Oracle a permis à Douai Vision de simplifier l'écosystème technologique qui s'appuyait en particulier sur un algorithme de recherche développé par Facebook, et en fait de réduire complètement les technologies utilisées en une seule sur la base Oracle, et d'accélérer à la fois la précision des réponses, mais aussi le coût de production des embeddings, le coût de gestion, etc. Donc ça, c'est vraiment une démonstration très intéressante qui a été possible dès la base 23 AI pour ce client et qu'on a continué à prolonger. Alors, je voudrais sur cette lancée revenir un peu sur la diversité des données pour, encore une fois, souligner quelques apports très pertinents de l'approche Oracle face à ces types de données et face à ce besoin de convergence. Et en fait, il y a un élément qui est très intéressant, c'est la capacité à transformer des données qui sont en vie et qui sont souvent d'ailleurs associées à des applications critiques dans les entreprises, de les exposer au format JSON. Alors, plutôt que de dupliquer la donnée et d'avoir une sorte de moteur de requête sur ce duplicat de données, on offre en fait la possibilité de donner un visage au format JSON par des templates de cette donnée qui, elle, vit sa vie dans les bases et dans les tables des bases relationnelles. Et donc, c'est à la fois confortable pour l'administrateur de la base parce qu'il va simplement décrire la forme du format JSON, mais c'est très intelligent parce qu'en fait, vous allez éviter la duplication et donc les désynchronisations entre les données qui seraient stockées au format JSON et les données qui seraient en vie dans les bases relationnelles. Vous avez en fait simplement une vue de la donnée qui est générée à la demande lorsque une application cliente va faire une requête pour travailler ces données. Et ça, c'est un acquis aussi, c'est un atout très important pour le développement applicatif et le développement de l'IA. Autre exemple très important, c'est l'utilisation des approches graphes qui permettent aujourd'hui au modèle d'être plus efficace. Alors, on a toute une panoplie de solutions qui permettent de traiter la donnée, de la visualiser, d'utiliser des algorithmes. Mais le point clé, le point de départ, c'est de transformer de la donnée en représentation graphe. Et ça aussi, c'est une chose que les bases Oracle permettent de faire de façon très rapide. Quand vous avez des données qui existent en mode relationnel, vous allez pouvoir très simplement leur donner un visage en mode graphe. Vous allez définir qui sont les nœuds, quelles sont leurs métadonnées, quelles sont les relations. Et ça va permettre de faire même, par exemple, de l'expression de contexte ou de la présentation sémantique, ce qui est de plus en plus important pour les approches agentiques. Et puis, dernier volet qui est facilité et modernisé par l'approche Oracle au niveau de la donnée, c'est de revisiter les besoins au niveau de l'IA au niveau de l'analytics. Aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de faire des rapports ou de faire des dashboards qui sont très interactifs, très vivants et qui intègrent de l'IA, soit dans les réponses, soit dans l'interaction avec l'humain. Et donc ça, c'est un apport des technologies analytics Oracle aujourd'hui. Et par exemple, vous allez avoir des dashboards qui vont être faciles à développer pour les concepteurs, qui vont intégrer des données de cartographie, des données de séries temporelles, et comme on peut le voir ici, de la prédiction sur ces séries temporelles, ou bien des données plus riches, comme visuelles, comme vidéo, avec des points saillants qui ont été détectés par l'IA et qui vont être mis en évidence de façon extrêmement confortable grâce à un outil d'analytics à la fois simple à utiliser dans la conception et simple à utiliser en tant qu'utilisateur du dashboard. Donc voilà, donc ça c'est un ensemble d'avancées fortes poussées par Oracle pour, à certains endroits, vous l'avez vu dans le détail, faciliter la vie et rendre les choses plus économiques et plus simples à mettre en œuvre. Et puis, je voudrais continuer cette démonstration de savoir-faire côté Oracle par une pause sur le mouvement qui se développe de plus en plus, qui passe de l'IA générative à l'IA agentique. Alors,
Pour rappeler un peu la motivation à aller vers de l'agentique, il faut rappeler tout simplement que bon, l'automatisation de certaines tâches dans l'entreprise n'a pas commencé hier. Ce qui a été attaqué, c'est ce qu'on voit au milieu de la diapositive, c'est-à-dire certaines tâches répétitives pour lesquelles la méthode de résolution est assez déterministe. On veut dire, on peut écrire une recette, on fait un, puis deux, puis trois, puis quatre. Bon, ça, on a été capable de l'automatiser avec différentes technologies, parfois sans IA, parfois avec IA. Et là, on est dans des processus que les entreprises maîtrisent assez bien. Mais certaines tâches, en fait, n'ont pas une méthode de résolution déterminée. Et les outils qui vont être utilisés peuvent amener des réponses difficiles à contrôler. Et donc, il faut une sorte d'intelligence, et en général, c'est l'humain qui fait le travail, pour explorer comment résoudre cette tâche au cas par cas à chaque fois qu'elle va se présenter. Et donc ça, c'est vraiment l'ambition des approches agentiques, c'est de mettre en collaboration un ensemble d'agents qui vont utiliser un ensemble d'outils pour résoudre une tâche. Et c'est ce qu'on peut modéliser avec cette diapositive. On voit à gauche la tâche à résoudre et à atteindre. À droite, un ensemble d'outils qui sont représentés. Puis au centre, on représente une certaine capacité de raisonnement, une certaine intelligence avec des modèles tels que les LLM. Alors, on a tous entendu parler d'un protocole tel que Model Context Protocol, MCP, qui vient structurer un peu la façon qu'on peut avoir d'utiliser des outils. Donc, ça va faire le lien entre les outils et puis les LLM, l'intelligence qu'ils contiennent. Et l'approche d'Oracle, en fait, est assez forte aussi là-dessus, assez intéressante, c'est de dire, on va positionner des approches agentiques dans nos grands axes technologiques. Alors, les quatre qui sont représentés ici, c'est d'abord Fusion, qui est essentiellement l'outil qui porte nos solutions SaaS, donc que ce soit ERP, gestion du capital humain, supply chain, etc. Donc, tous nos clients qui utilisent intensivement les solutions SaaS vont pouvoir aujourd'hui ouvrir le Fusion AI Agent Studio et faire de l'agentique. C'est valable également pour la plateforme data dont j'ai parlé tout à l'heure. On va y trouver au cœur un AI Data Platform Agents qui va permettre très facilement de mettre un pied dans les approches agentiques pour régler des cas d'usage avec les approches agentiques. Et puis évidemment, dans la plateforme cloud, OCI, mais aussi dans un outil qui est très souvent utilisé d'intégration de données, on va y trouver, câblé à l'intérieur, j'ai envie de dire en dur, de quoi faire de l'agentique. Et puis, cette façon de faire de l'agentique aujourd'hui, en fait, Oracle a fait le choix de respecter les frameworks open source, tels que LangChain, LangGraph, etc. Enfin, tout l'écosystème open source qui s'est manifesté dès le début de l'agentique. Et on va faire en sorte que cet usage soit possible de façon à travailler conjointement avec l'écosystème existant déjà, par exemple sur le RPA, donc Robotic Process Automation, ou tout ce qui est lié, par exemple, à l'interaction avec l'humain dans les cycles de validation. Donc, il y a ce respect vis-à-vis de l'open source et il y a cette intelligence à mettre de l'agentique dans les outils Oracle pour faciliter le travail de nos clients. Et par exemple, sur la plateforme OCI, vous allez trouver des outils, par exemple un qui concerne le RAG prêt à l'emploi, ou un agent qui va se faire l'interlocuteur d'une base SQL en facilitant le travail, qui va être prêt à l'emploi aussi. Ça, c'est une des forces d'Oracle de proposer de ce type d'outil, mais qui va vous permettre aussi de customiser votre propre agent à l'intérieur de l'outillage Oracle. Et la volonté d'Oracle, comme je le disais tout à l'heure, c'est de démocratiser l'accès aux technologies. Et donc, on a récemment posé sur GitHub une vingtaine d'outils, donc de serveurs MCP autour des technologies OCI en open source, de façon à ce que nos clients qui souhaitent, depuis n'importe quelle technologie, interagir en MCP avec des technologies Oracle, qu'elles soient cloud ou de base de données, par exemple, vont trouver, préparés par Oracle, tout ce qu'il faut pour rendre ces outils accessibles en MCP. Également une contribution très forte d'Oracle. Quand vous commencez à développer des applications agentiques, vous êtes confronté à la diversité des frameworks open source et on a unifié une approche qui permet de modéliser ce qu'est un agent, ce qu'est un modèle, ce qu'est un outil, grâce au langage Python, à compiler cette vision-là dans l'un ou l'autre des frameworks qui sont à la mode aujourd'hui, que ce soit LangGraph ou CoreAI, etc. Donc ça aussi, c'est une contribution. C'est un des efforts de démocratisation d'Oracle pour aller vers l'agentique.
Mais plus loin que cela, on a annoncé récemment, au sein du Cloud Oracle, l'arrivée de Generative AI Agent Hub, qui est une plateforme, qui va être une plateforme permettant de traiter de bout en bout l'approche agentique dans une interface simple, avec donc aucune nécessité d'être un expert pour le faire. Et l'apport de cette technologie, ça va être tout d'abord d'héberger pour vous, donc on parle vraiment ici de service managé, d'héberger pour vous les deux piliers essentiels qui sont les agents, la logique des agents et tout ce qui est nécessaire autour des serveurs MCP pour travailler de façon collaborative avec les frameworks que la plupart des entreprises ont déjà commencé à utiliser, comme Creo et LangGraph, qu'on retrouve très couramment, en plus des frameworks agentiques OpenAI. Et puis, à côté de ça, on va trouver le second pilier qui est la gestion des modèles, qu'on les consomme dans l'écosystème Oracle, avec le service d'IA générative, ou bien qu'on les consomme au travers des API compatibles OpenAI. Voilà, on va trouver ces deux parties-là managées par Oracle. Et puis tout l'éventail de technologies liées à l'outillage, que ce soit la recherche Internet, les outils de type RAG, comme on a pu le voir avant. Je reviens sur cet aspect très important qui se développe de plus en plus de ponts dans le Natural Language to SQL, c'est-à-dire je pose ma question en langage naturel et il est converti dans une requête SQL qui va taper sur un data warehouse, par exemple. Il y a ici des difficultés très élevées lorsqu'on traduit la question en langage naturel pour gérer des tables qui peuvent être peut-être ambiguës, etc. Donc ça, c'est un point fort d'Oracle aussi, un savoir-faire fort qui va être complètement intégré dans le hub et qui va permettre du coup de s'appuyer sur les capacités de base, en particulier les bases vectorielles, qui sont très intensivement sollicitées dans les approches agentiques, pour y rajouter aussi la modération dans les usages et l'intégration avec les frameworks qui sont en train de dominer la structuration des approches agentiques. Alors, si vous n'êtes pas au fait de cet événement, il y a une sorte de fédération des acteurs de l'IA aujourd'hui, des cloud providers en particulier, dont Oracle, autour d'une approche qu'on appelle AgentIC, qui regroupe voilà, un accord entre tous les acteurs. Et cet élément-là sera présent dans la partie Agent Hub. Donc, ça permettra de faire le lien de façon très simple et ça va permettre à nos clients d'accélérer vraiment leur usage des méthodologies agentiques. Alors, dernier point, qui est aussi une contribution particulière et sur laquelle je voudrais souligner l'intérêt d'Oracle, c'est la mise à disposition d'un assistant de code, Oracle Code Assist, qui s'intègre avec les éditeurs de code tels que VS Code et Klein en particulier, et qui va avoir dans sa simplicité à se connecter au modèle proposé par Oracle, en particulier Grok, par exemple, qui est bon pour le code, ou Llama, etc., un intérêt particulier pour les questions de code liées aux technologies Oracle ou aux technologies SQL. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette technologie qui est, encore une fois, une contribution pour faciliter la vie de nos clients. Et sur ce dernier exemple, je vais passer maintenant la parole à nouveau à Eduardo. Merci Philippe. Donc, on va finir cette session avec un sujet qui me tient à cœur, qui est la Formule 1. Donc, on va parler de quelques cas d'usage autour de l'IA avec l'écurie de Formule 1 Oracle Red Bull Racing. Donc, pour ceux qui ne regardent pas la Formule 1, vous inquiétez pas, personne n'est parfait. Depuis en fait quelques années, Oracle est partenaire technologique et en fait title sponsor de l'écurie. C'est pour ça que l'écurie s'appelle Oracle Red Bull Racing. Et depuis en fait ce temps-là, on met en place en fait des cas d'usage avec la technologie du cloud d'Oracle avec eux. Et voilà, le but en fait, c'est de vous présenter ces cas d'usage, deux cas d'usage concrets autour du cloud Oracle et de l'IA. Alors, la personne que vous voyez à droite dans l'image, c'est Laurent Mekies, le français Laurent Mekies, en fait, qui est le team principal depuis l'année dernière. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans
dans la Formule 1, il y a un défi majeur qui est le fait de naviguer à travers les réglementations complexes de la Formule 1. Les ingénieurs de l'équipe doivent interpréter des centaines de pages de règles et se référer à des innombrables incidents passés, souvent en plein week-end de course. Et lorsque une pénalité est appliquée à l'équipe ou à l'un des deux pilotes, ils n'ont en fait que 30 minutes après la course pour contester cette pénalité. Et en fait, c'est là que l'IA d'Oracle intervient. En gros, en fait, grâce à nos solutions, l'équipe peut rechercher instantanément dans les réglementations et les incidents historiques pour élaborer une réponse solide à cette pénalité. Donc, notre IA générative, combinée avec la technologie de Retrieval Augmented Generation, de RAG, ça fournit en fait des réponses précises et spécifiques en temps réel. Et les grands modèles de langage, les LLM, sont entraînés en fait sur le règlement pour pouvoir justement donner ces informations en fait aux ingénieurs. Donc en fait dans ces entraînements, il y a tout ce qui est lié au règlement sportif de la Fédération internationale de l'automobile, il y a l'historique actuel, toutes les mises à jour et toutes les informations des derniers week-ends de course. Et donc du coup les ingénieurs peuvent interroger un chatbot très facilement pour obtenir des conseils rapides et contextualisés. Et ça leur permet de se concentrer sur les décisions de course en réduisant très rapidement en fait, les risques réglementaires. Donc voilà, ça c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage est orienté vers la recherche des futurs champions. Alors, chez Red Bull, ils ont une équipe filière qu'on appelle la Red Bull Junior Team. En fait, l'équipe filière, elle sert à identifier et à cadrer les jeunes pilotes qui sont les plus prometteurs et de les faire progresser jusqu'à la Formule 1. Et cette équipe, en fait, a formé d'ailleurs près de la moitié des pilotes de la grille F1 en 2025. Il y a des talents que, si vous regardez la Formule 1, vous connaissez, comme entre autres, bien évidemment, Max Verstappen, mais aussi Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo ou, par exemple, le Français Pierre Gasly. Et donc, identifier en fait la nouvelle génération de talents est un enjeu qui est hautement compétitif, car presque toutes les équipes de la F1 gèrent leurs propres académies. Ce processus en fait de repérage est très manuel et ça couvre des multiples catégories inférieures et ça rend en fait la tâche très compliquée. Et en plus, il repose largement sur l'observation humaine, ce qui peut passer en fait à côté d'indicateurs de performance cachés. Et c'est dans ce cas que l'IA d'Oracle apporte de la valeur. Intégrée dans nos stacks Data Analytics et bases de données, notre IA est capable d'analyser les données de performance des pilotes à grande échelle. Elle construit des modèles prédictifs pour identifier les compétences, pour identifier les tendances associées au potentiel du champion. Et sous la direction d'ailleurs du français Guillaume Roquelin, ou Rocky, responsable de l'Académie de pilotes, de la Red Bull Junior Team, qui était d'ailleurs en fait l'ancien ingénieur de course de Sébastien Vettel. Cette technologie permet à l'équipe une identification plus rapide et plus précise des talents, et en complément en fait bien évidemment de toutes les méthodes traditionnelles. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce sujet, cet exemple en fait qui est très intéressant. Et sur cela, Patrick, je te passe la main. Merci Eduardo. Merci à vous deux pour toutes vos explications. J'invite tout le monde à utiliser le petit icône Q&A ou questions-réponses. Donc n'hésitez pas à mettre par écrit vos questions. Ça nous permet de faire une petite pub pendant ce temps-là sur notre futur événement du 19 mars, donc AI World Tour à Paris. N'hésitez pas à retenir la date, scanner le QR code et vous inscrire. D'accord, moi je vais commencer par toi, Philippe. Bon, beaucoup de questions autour de orienté IA. Donc la base, tu parlais de base vectorielle en fait, mais pour un client qui a déjà sa base, est-ce que la base Oracle peut cohabiter avec une autre base vectorielle, Philippe? Est-ce qu'on peut remplacer, c'est ça, Ouais, ou cohabiter cohabiter? Oui, en fait, tout à fait, tout à fait. Alors, en remplacement ou en cohabitation,
il est assez facile de basculer, j'ai envie de dire, ou d'étoffer en utilisant la base Oracle. Alors, il y a plusieurs contextes. Selon que vous êtes utilisateur d'une base déjà Oracle ou pas, le chemin sera un peu différent. Si vous êtes sur un cloud autre qu'Oracle, il y a aujourd'hui chez AWS, GCP et Azure la possibilité de faire ce qu'on appelle du database at cloud provider. Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez bénéficier des performances, parce qu'il faut le souligner, et je l'ai vécu personnellement avec un client qui utilisait une base vectorielle open source avec l'espoir d'avoir les meilleures performances et capacités à monter à l'échelle. En fait, s'est rendu compte en testant la base Oracle qu'elle avait de meilleures performances. Et ça, c'était valable à la fois parce qu'il utilisait des vectorisations en grande dimension, donc on était au-delà de 5000 en dimension 5000, et en nombre de vecteurs gérés par la base, on était proche du million. En fait, ils ont observé que les performances étaient très bonnes. Donc, ces performances-là, si vous êtes motivé par l'obtention de ces performances, vous pouvez utiliser la base Oracle chez d'autres cloud providers, mais évidemment, le plus simple, c'est aussi sur le cloud Oracle ou on-prem, c'est possible. Donc, il n'y a aucune difficulté et ça ne pose pas de problème sur la partie data science ou IA. Super, merci Philippe. Si on revient, tu as parlé pas mal de MCP, donc il y a une question sur est-ce que en fait Oracle a-t-on une approche différente des autres hyperscalers? Sur la partie MCP? Oui, sur les Oui. serveurs MCP et l'intégration. Oui, tout à fait. Alors en fait, MCP, en fait, c'est une approche. Alors d'abord, il n'y a plus que MCP, il y a aussi un protocole qui a été poussé par Google qui s'appelle A2A, etc. Et en fait, à chaque fois, il y a deux volets. Il y a le côté client et il y a le côté serveur. Sur la partie serveur, comme j'ai pu l'expliquer en ce qui concerne les technologies Oracle, on fait notre partie du travail, c'est-à-dire qu'on open source, ce qui fait qu'une technologie Oracle devient un serveur MCP. Donc, pour être utilisé après librement, d'où que vous émettiez la requête, quel que soit le client, il va trouver en face un serveur MCP compatible. Et donc, voilà, on a cet investissement-là et c'est une ligne directrice. De l'autre côté, côté client, en fait, depuis nos solutions, depuis nos outils, on essaye de faire en sorte que partout où c'est pertinent pour nos clients, il y ait la capacité à être client MCP, c'est-à-dire à solliciter des serveurs MCP, alors pas nécessairement que les clients. Donc, on joue la carte de l'ouverture, on joue la carte de l'open source au maximum et de l'intégration dans nos outils pour que des personnes qui, en particulier, j'ai un exemple sur le RP, vous pouvez souhaiter à un moment donné solliciter des serveurs MCP qui ne sont pas dans la technologie Oracle. Ben voilà, on va faire en sorte que pour un utilisateur qui n'est pas développeur, ça soit possible grâce à ce que j'ai présenté tout à l'heure, le Fusion AI Studio. Super, merci Philippe. Bon, Eduardo, sur la Formule 1, on demande s'il y a des cas d'usage aussi qui sont plus challengés par la latence, par les exigences en fait de temps de réponse. Alors oui, ça va être compliqué de résumer ça en 2 minutes, mais je vais essayer. Mais en gros, 1 minute 30, je peux te donner. combien? 1 minute 30, je peux 1 te minute donner. 30, ok, allez, challenge accepted. Alors, il y a un cas d'usage autour de la latence que Red Bull fait avec notre technologie, qui se passe en fait, qui se déroule pendant les courses d'ailleurs. Et c'est en fait le calcul de la stratégie de course. Donc, très rapidement, pendant la course, les écuries, l'équipe doit trouver le bon moment pour arrêter les deux pilotes pour changer les pneus. Il y a des pneus en fait de différentes on va dire matériels, dont du coup ils peuvent durer plus ou moins selon le type de pneu. Et en gros, en fait, ce qu'ils font, c'est pendant la course, ils lancent un système de calcul sur le cloud d'Oracle qui va récupérer des informations en temps réel, non seulement la télémétrie de la voiture, mais aussi d'autres informations de la course, entre autres la position des pilotes, etc. Et ce système va lancer des milliards de calculs pendant la course pour à chaque fois trouver le bon moment pour arrêter chaque pilote. Donc, du coup, il va recommander tel tour, c'est mieux en fait d'arrêter tel ou tel pilote. Et c'est finalement l'équipe de
de stratégie en fait de Red Bull qui vont décider justement si suivre cette recommandation ou pas. En moyenne, en fait, ils font à peu près 4 milliards de simulations de stratégie par course. Un autre cas d'usage, un peu moins lié à la latence en fait, mais qui est très fascinant, c'est justement le développement du moteur qu'ils vont utiliser cette année en collaboration avec Ford. C'est la première fois que Red Bull développe son propre moteur. Et là, ils ont utilisé de la technologie HPC dans le cloud Oracle pour faire tout ce qui est calcul de fluide à l'intérieur, autour du design du moteur. Et donc, du coup, en fait, c'est quelque chose de très essentiel de pouvoir simuler comment le moteur va réagir avant, bien évidemment, de le construire. Donc, cette année, on pourra voir comment ça va se passer avec ce nouveau moteur. Ok, super. Merci Eduardo. Voilà, n'hésitez pas encore, il nous reste 2 minutes si vous avez des questions. Philippe, c'était sur l'AI agentique, en fait. Tu en as aussi pas mal parlé d'IA agentique. Si ça tire parti, en fait, des bases de données Oracle en place, notamment de la capacité convergée qui existe dans nos bases. Tout à fait. En fait, j'ai presque envie de dire, ça n'est que le début, parce que il y a un événement assez intéressant au niveau de l'agentique et la plupart des grandes entreprises qui se sont impliquées maintenant et se sont lancées dans l'agentique s'en rendent compte, c'est que ça intensifie énormément les interactions en termes de tokens. C'est-à-dire qu'on imagine bien, si on a 10 agents qui collaborent, ils vont se parler. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils se parlent le plus vite possible et le plus efficacement possible. Et très souvent, il va y avoir besoin de faire des requêtes sur des informations. Chaque agent va vouloir solliciter de la donnée, prendre une décision, renvoyer l'information à l'autre. Et en fait, on se rend compte que c'est comme une salle remplie de gens qui discutent, c'est très bruyant et c'est très intensif en termes de consommation de données. Donc, non seulement les vecteurs, mais les textes, les données de géolocalisation, chaque modèle va avoir un peu sa spécialité. Et donc, on se rend compte que bon, c'est très bien d'attaquer une approche avec 7 à 10 modèles agentiques, mais agents, pardon, 7 ou 10 agents. Il va falloir en fait être capable de les servir en termes de consommation de données ou d'outils. Et donc, la base là, elle est primordiale et sa performance est critique. D'autant plus que, tel que je l'ai expliqué, elle expose la donnée aux agents à partir de la donnée unique brute, qui est celle des applications critiques. Donc on évite ce doublon et cette désynchronisation. Donc c'est aussi un second élément qui met encore sur le devant de la scène cet apport particulier convergé de la base Oracle, de la technologie Oracle. Super. Merci Philippe. S'il y a une dernière question, allez-y. Je vous laisse quelques secondes avant de conclure. Voilà, je pense qu'on va conclure. Donc à nouveau, merci à Clément qui nous a fait l'ouverture tout à l'heure. Merci à toi Philippe et à Eduardo. On se retrouve demain. On va traiter effectivement de ces capacités du cloud Oracle pour vos data centers, hein, avec tous les caractéristiques de confidentialité, conformité. Donc demain matin à 11 heures, puis on enchaînera jeudi et vendredi, comme je l'indiquais tout à l'heure en ouverture. Donc merci encore à tous pour votre participation. Et puis voilà, bonne journée à vous et on se retrouve demain matin à 11 heures. À bientôt. Au revoir.